À la une ce soir. Ma fille a trouvé cette seringue-là, elle l'a prise, puis elle est tout de suite allée la porter à l'éducatrice. Il faudrait jeter ça. Une fillette trouve une seringue souillée dans un parc près d'un CPE. Personnellement, on est plusieurs parents à trouver ça quand même assez dangereux. Vol de bijoux chez des personnes âgées à Longueuil. Une femme de ménage accusée, des brocanteurs aident à la retracer. On va remplir un genre de fiche pour l'achat de la bague. Et à chaque fin de journée, la liste au complet des achats de la journée est envoyée à la police. Aussi, ce soir, le ministre Dominique Leblanc multiplie les rencontres à Washington. Ottawa souhaite conclure une entente avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Il est 17 h, voici votre nouveau info. Bonne fin de journée. Lorsqu'on envoie un enfant jouer dans un parc, on s'attend à ce que ce soit un environnement, bien sûr, sécuritaire. Mais ça n'a pas été le cas pour une petite fille de Montréal. Pendant une sortie dans un parc dans l'arrondissement de Hochelaga-Maisonneuve avec son CPE, l'enfant a trouvé une seringue souillée, enfouie dans le sable. Heureusement, personne n'a été blessé, mais les parents sont sous le choc. Les détails avec Juliette Poirot. C'est un événement que je pense qu'aucun parent veut vivre. Là, on l'a échappé belle. Sheila est la maman d'une petite fille qui a trouvé une seringue lors d'une sortie avec son CPE ici, au parc Hochelaga. Le CPE Casse-Noisette, situé sur la rue Darling, juste ici, tout près, n'a pas voulu faire d'entrevue avec moi, mais on m'a expliqué par téléphone ce qu'il s'est passé. En fait, il faut savoir qu'avant que les enfants soient autorisés à jouer dans le parc, les éducatrices suivent un protocole de sécurité pour s'assurer que rien de dangereux puisse être à la portée des enfants. Sauf que malgré le protocole appliqué, cette petite fille est tombée sur une seringue. Elle l'a trouvée et elle l'a ramenée directement à son éducatrice. Ils ont redoublé de vigilance. Il y avait comme justement 2 CPE qui étaient là. Fait qu'ils ont pu jeter la seringue dans un contenant biorisque et tout ça. Fait que ça a été bien fait. Mais c'est la première fois que j'ai comme été un peu sous le choc du quartier. J'étais comme, OK, là, il y a des choses qui sont... c'est ça qui peut affecter comme ma fille. C'est à mon avis des cas isolés. Je suis pas plus inquiété qu'il faut. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention. Puis je pense que la garderie fait quand même un bon travail. Dans ce genre de situation, l'organisme L'Anonyme nous rappelle les procédures à suivre et les bonnes pratiques à adopter en lien avec le matériel de consommation qui traîne. D'abord, un peu à la même manière que les éducatrices de CPE ont l'habitude de le faire en tant que parents aussi, de juste vérifier la sécurité des lieux de manière générale. Puis, aujourd'hui, on parle de seringues, mais bon, dans les parcs de Montréal, vitres brisées, caca de chat, etc. Donc, de vraiment vérifier l'état des lieux de manière générale. On peut en parler aussi à nos enfants. Les seringues, pour les tout-petits particulièrement, c'est un objet en plastique, c'est coloré, ça peut facilement avoir l'air d'un jouet. Donc, de vraiment sensibiliser les enfants au fait que les seringues dans l'espace public, c'est sale, il y a des microbes, on n'y touche pas. Que s'ils tombent sur une seringue dans l'espace public, de ne pas y toucher, de prévenir immédiatement un adulte. Si on la trouve, nous, en tant que parents, dans l'espace public, c'est de contacter le 311 qui pourront à ce moment-là le dépêcher des équipes pour venir la ramasser. L'année dernière, la direction du CPE Casse-Noisette a même lancé une pétition pour rénover le parc Hochelaga. Et depuis, toujours rien. Et cet incident ne vient pas aider la cause. Il y a même plusieurs familles qui pensent à déménager. Personnellement, on est plusieurs parents à trouver ça quand même assez dangereux. Là. Le parc est mal balisé. Les installations sont un peu en décrépitude. On aimerait bien qu'il y ait de l'injection d'argent dans le parc. La mairie de l'arrondissement Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, n'a pas voulu m'accorder d'entrevue, mais par courriel, on m'explique que l'arrondissement déploie de nombreux efforts pour assurer la sécurité et la propreté dans ses 77 parcs et espaces verts. La mairesse de l'arrondissement, Chantal Gagnon, mentionne que ce qui s'est produit au parc Hochelaga est inacceptable. Elle dit que de plus en plus de seringues sont trouvées dans les espaces publics, qu'il s'agit d'un phénomène préoccupant, d'un véritable fléau. À Montréal, Juliette Poirot pour Nouveau Info. Une femme de ménage a été accusée d'avoir volé des bijoux de personnes âgées sur la rive-sud de Montréal. Et c'est notamment grâce à des brocanteurs que la police lui a mis la main au collet. Un reportage de Véronique Dubé.
Selon les policiers de Longueuil, Mélanie Tanguay, 48 ans, œuvrait depuis 2025. Elle faisait de l'entretien ménager dans 3 résidences de Saint-Bruno de Montarville et une résidence de Sainte-Julie. Ses clients étaient des personnes âgées vulnérables. J'ai donné un nom fictif. On a une Monique qui a une personne qui fait l'entretien ménager chez elle. Elle est satisfaite du service qui a été donné. Une amie, une connaissance fait appel à un besoin par rapport à ça. Donc, elle se fait référer cette Mme Tanguay-là, qui, par la suite, a fait des vols. Puis sachez que les vols, ils n'ont pas été faits d'un coup. C'est des bijoux, ça peut être très subtil, ça peut être une bague à la fois, ça peut être une chaîne à la fois. Donc, 6 plaignants se sont fait dérober des bijoux de valeur. Lors de son arrestation, les policiers ont retrouvé une importante quantité de bijoux et pensent qu'elle a pu faire d'autres victimes. Souvent, les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils sont gênés de cette fête à avoir. Donc, on veut que les gens dénoncent. Les policiers de Longueuil ont pu retracer certains des bijoux volés grâce aux 7 brocanteurs de la ville de Longueuil, comme ici, où Mélanie Tanguay a échangé à 7 reprises des bagues, des boucles d'oreilles pour un montant approximatif de 1 500 $. On prend juste un exemple. Ici, elle était venue à un moment donné avec un bracelet. Fait que là, on lui a donné un montant X. Elle est revenue après ça, bague, boucle d'oreille. C'est dur pour nous de juger, puis on y est qui. T'sais, si la madame ou le monsieur a eu un hériteur ou il y a eu quelque chose. Ça fonctionne comment? T'sais, moi, j'arrive, par exemple, avec une bague en diamant. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, en fond, après l'avoir testé, évalué et tout, on va te demander des pièces d'identité pour créer ton dossier. On va remplir le fiche, mettons, pour l'achat de la bague. Et à chaque fin de journée, la liste au complet des achats de la journée est envoyée à la police. Fait que c'est assez rapide, généralement, quand il y a un problème de ce genre-là. Ouais. Ça arrive souvent même que tu dénonces aux policiers? Bien, ça nous arrive à l'occasion quand on a un doute. C'est un client ou une cliente nous emmène plusieurs fois le même morceau. Bien, vu qu'en travaillant beaucoup en collaboration avec le ou la policière, bien, ça peut arriver qu'on appelle pour dire, écoutez, on a un petit doute sur monsieur ou madame, puis à partir de ce moment-là, eux font l'enquête. Puis si on peut sauver du monde ou on sauve des trafiquants, bien tant mieux. Puis vous avertissez aussi parfois certaines personnes qui viennent échanger leurs produits que vous collaborez avec la police? Fait que s'ils viennent aujourd'hui puis on a un doute, bien, on mentionne au client ou la cliente de dire, écoute, tu sais que ce soir, tout ce que j'achète, ça en va au rapport de police. Puis fait que les clients, des fois, il y en a qui back-off, qui vont être plus peureux. Il y en a d'autres qui disent, bien, OK, il n'y a pas de problème. Mélanie Tanguay a été remise en liberté sous certaines conditions, entre autres de ne pas être en contact avec des personnes aînées vulnérables. Elle doit aussi être seulement à son propre domicile jusqu'à son retour en cours le 28 août prochain. À Longueuil, Véronique Dubé pour Nouveau Info. Après les fortes pluies, la municipalité de l'Ascension se remet petit à petit. Il y a des dizaines de résidences qui sont toujours isolées en raison des glissements de terrain qui ont endommagé donc bien sûr des routes. Il y a même des équipes du ministère de la Sécurité publique qui ont été dépêchées sur les lieux aujourd'hui. Des travaux d'urgence ont dû être aussi réalisés dans la Haute-Mauricie alors que certaines routes ont été endommagées en raison d'inondations. Le ministre responsable du Commerce, États-Unis-Canada, a encore une fois mis le cap vers Washington pour aller y rencontrer notamment son homologue. C'est une autre tentative du gouvernement fédéral pour en arriver à une entente concernant les tarifs douaniers de l'administration Trump. Et là, Lila, il y a quand même urgence parce qu'il faudrait avoir une entente avant l'entrée en vigueur de la dernière menace tarifaire du président Trump. Oui, deuxième visite en 2 semaines. On sent que Dominique Leblanc, en fait, il veut conclure ici. On rappelle que c'est sur la dernière salve de tarifs qui doit rentrer donc le 19 août en vigueur. C'est 50% de tarifs sur quelques 28 milliards d'exportations, produits laitiers, alcool et même bâtons de hockey. Et donc la durée de son voyage, on ne l'a pas pour le moment. On en saura sûrement un peu plus demain. Tout à fait. Et Lila, il faut reparler maintenant des agents de l'ICE aux États-Unis parce qu'il y a un homme originaire du Salvador qui est décédé dans un centre de détention du New Jersey. Oui, un nouveau décès qui rapporte maintenant le nombre total de décès en détention par l'ICE à 23 pour l'année 2026. D'ailleurs, aujourd'hui, le média américain ABC News dévoile que la police de l'ICE a arrêté pas moins de 51 000 personnes pour le seul mois de juillet. Bien entendu, c'est un chiffre record et parmi eux, nombreux sont ceux qui ont, qui ont un permis de travail valide et qui n'ont pas de casier judiciaire. Et puis, tu sais, Sabrina, le département de la sécurité intérieure des États-Unis ont déporté déjà pas moins
moins de 400 000 personnes sur un an. Et c'est pas rien quand on sait qu'il y a en ce moment des déportations sur la communauté haïtienne aux États-Unis. Oui, et justement, on va être de retour sur cette crise migratoire dans l'enclave de Ceuta. Il y a eu une rencontre d'urgence aujourd'hui des ministres de l'Intérieur des pays européens. Oui, puis les autorités espagnoles qui nous sont revenues avec un chiffre final. On parle maintenant de 72 000 migrants qui sont rentrés illégalement à Ceuta la semaine dernière. Cette rencontre d'urgence donc des ministres, elle avait pour but de calmer plus ou moins les esprits. Et finalement, bien l'Europe s'entend. En fait, ce qui est sorti, Sabrina, c'est que l'Europe, elle a réussi le test. Personne n'est entré sur le territoire européen. Et finalement, l'Espagne, elle a réussi à bien gérer le refoulement. Puis regarde, j'ai analysé ça avec un expert. On peut l'écouter. Puisque Ceuta est en Afrique, il y a quand même des contrôles et il est physiquement impossible de se déplacer de l'île vers le continent européen. Donc, ça n'a jamais mis en danger l'espace Schengen. Il y a eu de la division entre les gouvernements européens. Pourquoi? Parce que la plupart des gouvernements européens aujourd'hui sont sur une ligne plutôt hostile à l'immigration. Tout le monde s'est un peu réconcilié autour de l'idée que les Européens doivent coopérer, mais coopérer dans une logique qui est une logique de fermeture des frontières, qui est une logique de contrôle des frontières. Faut garder en tête quand même que la question migratoire, elle reste quand même très importante en Europe. Et puis aussi, il va falloir regarder du côté du Maroc ce qui se passe prochainement. Tous ces jeunes qui ont fui en fait le Maroc pour aller à Ceuta, ils fuient aussi 40% de chômage dans leur pays d'origine. Donc, il va falloir regarder ce qui se passe. Parfait. Merci beaucoup, Lila. Bonne soirée. Merci. À l'approche de la campagne électorale, les candidats sont dévoilés à un rythme accéléré. Analyse avec notre collaborateur Victor Henriquez dans un instant. Le quartier chinois de Montréal, aux portes du centre-ville, dans l'arrondissement Ville-Marie, a perdu de son lustre. Depuis une dizaine d'années, la communauté, les commerçants et les résidents réclament des mesures pour un environnement plus accueillant et sécuritaire. Il y a d'ailleurs une première étape qui vient d'être franchie avec la mise en place d'une brigade de propreté. Le reportage de Marika Simard. On en parle déjà depuis plusieurs années parce que dans le quartier chinois, il y a beaucoup à faire. Et là, il y a une première mesure qui sera mise en place rapidement et qui sera surtout visible très rapidement. La Ville compte déployer une nouvelle brigade de propreté. Elle viendra notamment prêter main forte aux équipes qui circulent déjà dans le secteur afin d'assurer un entretien plus régulier des espaces publics. Mais au-delà du nettoyage, la Ville veut aussi préparer la suite. L'arrondissement lance donc des travaux qui mèneront à la création d'un nouveau plan de développement qui s'appuiera sur 3 piliers. On parle du développement économique, urbain et social. Également, au niveau de l'arrondissement, nous, on va regarder ce qu'on peut faire par rapport à l'éclairage public, par rapport à l'aménagement des endroits, dans le but que les gens se sentent plus sécuritaires. Vous savez, c'est démontré que plus on occupe l'espace public, plus on suscite d'avoir les comportements qu'on veut chez l'ensemble des citoyens, puis qu'on peut avoir moins de problématiques dans l'espace public. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis, mais on commence là en donnant la parole aux citoyens de pouvoir atteindre la police et également l'arrondissement, la ville également. Et c'est ce qu'on va faire. À partir de vendredi, on commence ce vendredi. Une des priorités, forcément, c'est de la qualité de vie, les problèmes de criminalité, la sécurité. Pour nous, les résidents, c'est un peu ça là, qui préoccupe les gens qui vivent ici, avec des familles qui vivent ici, des personnes âgées qui vivent ici. La population du quartier, selon les dernières statistiques de la Ville de Montréal, en 2021, il y avait presque 2500 personnes qui vivaient dans le quartier. Vous avez le territoire ici entre la rue Sainte-Élisabeth et la rue de Bleury, entre René-Lévesque et la rue Vigée. Dans cette population-là, c'est sûr, à peu près la moitié est toujours d'origine chinoise. Mais, grosso modo, la population est beaucoup plus âgée que la moyenne montréalaise. Tous les problèmes liés à l'itinérance, ça constitue une des grandes préoccupations des gens qui vivent ici. Les gens dans la rue, là, ils viennent souvent faire les problèmes. Ça dérange votre commerce parfois? Ben oui. Ils viennent, puis ils demandent de l'argent partout, puis ils ne veulent pas sortir. Comme vous avez pu le voir, dans la décennie qui vient de passer, il y a eu beaucoup de nuisances dans la qualité de vie dans le quartier. C'est pas qu'on est contre ou pour l'itinérance, on est vraiment plus dans l'aspect qu'on veut une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Il faut dire que cette annonce survient à un moment crucial parce que le précédent plan, déployé sur 5 ans et doté d'une enveloppe de 2 millions de dollars, arrive à échéance. À Montréal, Marika Simard pour Nouveau Info.
Salut Victor. Salut Sabrina. Ça va être un sans filtre, 100% politique québécoise. Puis on va commencer par la nouvelle candidature au Parti libéral. C'est Michel Leblanc, qui est ancien président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Dis-moi, est-ce que c'est une grosse prise pour Charles Milliard? C'est clairement un candidat vedette important pour Charles Milliard qui vient devenir un peu le pivot de son équipe économique. Michel Leblanc, c'est quelqu'un qu'on a connu comme président de la Chambre de commerce de Montréal, qui est sollicité par le monde politique depuis de nombreuses années. Son nom avait circulé à la mairie de Montréal, mais il avait été également approché à d'autres reprises. Et il décide donc de se présenter avec les libéraux à cette élection-ci. Deviendra en quelque sorte le Pierre Fitzgibbon du Parti libéral, puisqu'il sera celui qui a la plus grande connaissance économique et viendra contribuer par sa grande connaissance des entreprises et des défis des entreprises à l'équipe libérale et à son plan économique. Et là, il se présente dans la circonscription de Marguerite Bourgeois. C'est dans le sud-ouest de l'île. C'est quand même un véritable château fort libéral, là, ça. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de risque de non-élection ici. La course ne s'y situera pas à ce niveau-là. Ce qui fait que M. Leblanc pourra certainement appuyer ses collègues à travers le Québec et aura une importance peut-être plus nationale que seulement locale. Bon, toujours concernant le Parti libéral du Québec, il y a Marie-Claude Nichols qui retire finalement sa candidature. Il faut dire que c'est quand même le 3e désistement pour les libéraux cet été. Est-ce que le PLQ doit commencer à s'inquiéter un peu? C'est sûr que c'est inquiétant. Dans ce cas-ci, par exemple, on m'explique que ce sont vraiment des raisons très personnelles qui expliquent son départ. Et ce qu'on m'annonce, c'est que jeudi, il y aura une annonce. Donc, très rapidement, les libéraux vont annoncer leur candidature à Vaudreuil, ce qui fait qu'on n'aura pas cette impression qu'encore une fois, il y a des gens qui délaissent le parti. On verra quelle candidature ils annoncent. Mais oui, c'est sûr qu'on ne veut pas perdre des candidats au fur et à mesure de la campagne. Au contraire, là, ce qu'on veut créer, c'est un momentum. Et ces annonces-là, viennent un peu couper l'élan du Parti libéral à ce moment-ci. Bon, et dans les derniers mois, on a beaucoup parlé de transfuge. Là, maintenant, parle-moi de Marcos Archambault, qui a représenté le Parti québécois de 2012 à 2014. Là, il s'en va chez les conservateurs, là. Il s'en va chez les conservateurs comme candidat dans Louis Hébert. Et Louis Hébert, c'est un comté important parce que c'est un comté symbolique, Sabrina. Louis Hébert, c'est là où la vague caquiste a commencé avec l'élection de Geneviève Guilbeault dans une partielle. Marco Archambault, qui a été candidat péquiste en 2012-2014 et qui vient dire justement qu'il pense que ce n'est pas un bon moment pour un nouveau référendum. Il a également été à la CAQ où est-ce qu'il espérait que la question des finances publiques soit importante et il était déçu de la CAQ. Donc, il vient symboliser 2 messages très forts d'Éric Duhem dans cette région de Québec où Éric Duhem espère faire des gains lors de la prochaine élection. Merci beaucoup, Victor, pour cette analyse. Bonne soirée. Bon, il y a 325 ans, aujourd'hui, le traité de la Grande Paix a été signé à Montréal. Ça se passait en 1701. Les autorités françaises et des représentants de 39 nations autochtones se sont mis d'accord et ont mis fin à des décennies de conflits en Nouvelle-France. Et pour souligner cet anniversaire, le musée Pointe-à-Calière expose l'unique exemplaire du document, considéré comme l'un des accords diplomatiques les plus importants de l'histoire nord-américaine. Et justement, je poursuis la discussion avec la conservatrice et archéologue en chef à Pointe-à-Calière, donc le musée Louise Potier. Bonsoir, Madame Potier, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de votre invitation. Donc, d'abord, parlez-nous de ce document-là. Ce document de 7 pages, qu'est-ce que ça représente, le traité, et qu'est-ce qui a mené aussi à la signature de ce traité-là? Bien, le document lui-même, ça expose sur le papier les termes du traité. Donc, c'est le gouverneur de Calière, le gouverneur général de la Nouvelle-France, qui commence d'emblée en introduisant, l'année dernière, en 1700, en septembre, on a signé un premier traité, mais on n'avait pas tous les représentants de toutes les nations concernées. Alors, cette année, je renouvelle la Convention de paix et je veux rassembler toutes les nations, c'est-à-dire, on pense à une trentaine de nations, là, c'est 39 nations qui se retrouvent à Montréal, plus de 1300 délégués, représentants et chefs qui arrivent à Montréal dans cette petite ville de 1200 habitants. Alors, ça crée quand même une situation à la fois, c'est comme un grand congrès diplomatique, mais aussi une rencontre multiculturelle qui est extrêmement importante à l'époque. Et le traité, c'est l'accomplissement, c'est ce qui s'est passé le 4 août
tout le monde signe le traité. Et les représentants des nations autochtones apposent leur signature, qui est un pictogramme qui représente soit leur chef, soit leur village, soit leur nation ou leur tribu. Donc, c'est une grande... c'est un document qui a du texte, mais qui a aussi les signatures. Et les signatures, pour les Autochtones, ce sont les pictogrammes. Donc, c'est un document qui revêt une importance vraiment énorme dans l'histoire de la Nouvelle-France. C'est probablement le traité le plus important en raison du nombre de nations qui sont signataires du document. Et peut-être justement, si on revenait à l'arrière, lorsqu'on était en 1701, on dit que ça a mis fin à des dizaines d'années de conflits, mais la vie ressemblait à quoi pendant qu'on réalisait en fait ce traité-là, qu'on l'a signé? Ben, en fait, la Nouvelle-France et les nations autochtones étaient aux prises avec une continuité de guerres, de rivalités, de rencontres hostiles sur le territoire. C'est dans le contexte du commerce des fourrures. Et donc, évidemment, ça nuisait au commerce des fourrures, surtout dans la région des Grands Lacs, un petit peu en se rendant aussi vers le nord, vers la baie James. Alors, les populations étaient extrêmement diminuées, fatiguées aussi de recourir à la guerre et aux armes pour s'approprier une partie du territoire ou avoir la main haute sur des convois de fourrure qui circulaient sur le territoire. Donc, le traité a fait en sorte que les nations ont choisi ce qui était proposé par le gouverneur Callière et des chefs autochtones. On s'entend que... il y avait quand même beaucoup de gens, effectivement, qui étaient réunis lors de cette rencontre-là et qui ont signé ce traité-là. Je rappelle que les gens ont jusqu'au 20 septembre pour pouvoir aller voir le fameux traité du côté du musée Pointe à Callière à Montréal. Madame Poitier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Des 4 Canadiens en action aujourd'hui à l'Omnium Banque Nationale. Il ne reste que Gabriel Diallo qui sera de retour sur le court central du stade IGA ce soir au lendemain de sa première victoire à l'Omnium Banque Nationale à la maison. Denis Shapovalov a déclaré forfait cet après-midi en raison d'une blessure à la jambe droite, probablement à l'aine face à l'Américain Zachary Sfaida. Liam Draxel et Duncan Chan ont quant à eux été éliminés après des défaites en 2-7. Maintenant, à New York, il y a un homme complètement nu, qui a sauté du pont de Brooklyn et il a miraculeusement survécu à cette chute d'environ 25 étages. Il a escaladé le pont, il a hissé un drapeau et c'est une fois au sommet qu'il s'est dénudé et a sauté à l'eau. L'homme de 44 ans fait face à des accusations de graffiti, d'attentat à la pudeur, d'intrusion criminelle et de troubles à l'ordre public. L'individu serait un militant opposé au gouvernement du Kazakhstan. Alors voilà ce qu'on va surveiller ce soir dans notre bulletin de 22 h. On va parler d'un animal d'assistance, d'un accusé qui a causé quand même l'émoi au palais de justice de Montréal. On va analyser la situation avec un criminaliste. Alors voilà, là-dessus, passez une agréable soirée. On se retrouve à 22 h.